Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce tout nouveau rendez-vous du Doctolab, notre émission entièrement dédiée aux professionnels de santé. Je suis Marion Gossy, je suis responsable du programme pionnier chez Doctolib et ce soir, j'ai le plaisir d'animer ce live sur une thématique qui, je pense, vous concerne tous et toutes, à savoir comment gérer sa rentabilité au sein de son cabinet. Et évidemment, je ne suis pas seule pour animer ce live, mais je vais vous présenter ces personnes d'ici peu. On me dit en tout cas que vous êtes plus de 1000 personnes à nous suivre depuis chez vous. Donc merci infiniment à tous et à toutes. Et c'est aussi la preuve que c'est une thématique qui touche. Et je le disais donc, je ne suis pas seule. J'ai autour de moi 5 praticiens et je suis vraiment très très heureuse. Camille qui est juste ici, bonsoir. Bonsoir, enchantée. Tu es enchantée aussi. Tu es orthoptiste à Irigny, près de Lyon. Exactement. Olivia. Bonsoir. Bonsoir. Tu es ostéopathe à Paris. Julien, juste à ta gauche. Bonsoir. Bonsoir. Et pédicure podologue dans les Hauts-de-Seine. Tout à fait. Hervé, quant à toi, tu es infirmier à Paris. Tout à fait. Et enfin, Aude. Bonsoir, Aude. Tu es psychologue à Meul, dans les Yvelines. À Meul, c'est ça. Meul, exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu avec nous ici à Levallois, chez Doctolib, d'où nous tournons cette émission. Et puis nous le savons, même vous qui nous regardez, si vous êtes soignant, comme le nom l'indique, c'est que vous avez choisi, vous avez la vocation avant tout d'accompagner vos patients et de les soigner, tout simplement. Mais on le sait aussi, en ayant choisi le libéral, vous êtes aussi chef d'entreprise et vous avez un cabinet à faire tourner, tout simplement. Alors restez bien connectés, car dans un premier temps, nous allons aborder un sujet qui est très important, qui est l'installation, et que vous allez le voir est vraiment déterminant pour construire sa patientèle. Et puis après, dans un second temps, nous allons aller un petit peu plus dans les rouages, les leviers pour augmenter sa rentabilité. Je fais un petit peu de teasing, mais on va parler diversification de pratiques. On va parler de construire son réseau, des réseaux sociaux, mais bon, voilà, je ne vais pas vous en dire trop tout de suite. Et puis, dans une troisième et dernière partie, nous allons aborder la question de l'équilibre vie pro, vie perso. On ne pouvait pas faire ce live sans aborder cette question. Et bien sûr, vous l'avez vu, vous avez un chat juste à côté de votre écran qui s'affiche et dans lequel vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions. On prendra vraiment un temps à la fin de ce live parce qu'on a déjà reçu énormément de questions de votre part et merci beaucoup. Et puis on a une équipe en backstage aussi qui est là pour vous répondre. Allons-y, démarrons ce sujet qui nous tient tant à cœur avec le premier sujet, comme je le disais, qui est celui de l'installation. Et j'avais vraiment envie de vous entendre sur ce sujet parce qu'en préparant ces échanges, vous nous avez tous confié finalement que le lieu d'installation était bien plus déterminant qu'on ne le pensait pour être rentable, là où on ouvre son activité. Julien, voilà, je te regarde, je me tourne directement vers toi, toi qui es podologue, toi qui es dans les Hauts-de-Seine, qui d'ailleurs n'est pas très loin d'ici, pas très loin de Doctolib. Exactement, je suis basé sur Colombes, dans une maison de santé, et j'étais en collaboration dans la ville de Châtillon, dans le sud du Hauts-de-Seine. Et justement, pour toi, pourquoi l'installation a été déterminante? Pourquoi ce choix spécifiquement? Alors moi, j'ai été diplômé il y a 2 ans. J'ai pas mal fait de collaboration, de remplacement. J'ai d'abord débuté par ça. Et les praticiens, les podologues avec qui j'étais, ils m'ont pas mal formé, ils m'ont donné pas mal de conseils qui m'ont permis après de trouver le centre où je voulais aller. Parce qu'en fait, on se rend compte que, mine de rien, quand on sort de l'école, quand on sort de la formation, on n'a aucune idée de vers qui se tourner, sur quel territoire on veut s'installer. On sait qu'on veut soigner, ça c'est le plus important. Mais par contre, on ne sait pas du tout comment faire et la démarche et les démarches qu'on doit faire. Et en fait, je suis rentré en contact avec la sécurité sociale, l'ARS, tous les acteurs du territoire, dans le 92, puisque j'exerçais là-bas. Et on m'a redirigé vers une maison de santé. Donc après, j'ai eu plus ou moins le choix entre les maisons de santé où je pouvais pratiquer. Et puis après, j'ai fait le choix de l'emplacement, puisque on en discutait tout à l'heure, avant. On disait que l'emplacement, c'est le plus important. C'est d'abord l'endroit où on va se situer, c'est vers quel type de patientèle on veut avoir, vers quel
quelle façon de travailler on veut avoir aussi, parce qu'on n'aura pas du tout la même façon de travailler, que ce soit sur Paris, que ce soit en province, que ce soit même en première couronne. C'est complètement différent. Et cette idée de l'emplacement et de l'endroit où je vais aller, pour moi, c'était le plus compliqué, mais pour autant le plus important tout au début. Et je suis bien content. Une bonne chose de faite, exactement. alors. Une bonne chose de faite. On est content quand c'est fait. On est content quand c'est fait. Et Olivia, toi, justement, ça fait parfaitement le lien. Toi, tu es ostéopathe à Paris, qui est quand même une ville en tension, là où il y a de plus en plus d'ostéopathes, entre autres. Et justement, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là? Alors, j'ai pris en compte aussi la vie que je voulais, tout simplement. Et moi, je suis une citadine et faire la concession de partir excentrée, c'est pas envisageable. Donc, je me suis dit, ce sera peut-être plus dur, ce sera peut-être plus long, mais mon exigence, c'est Paris. Donc, j'ai eu une belle opportunité dans un cabinet. Et puis, finalement, en fait, avec des remplacements, des collaborations, des assistanats, etc., ça se fait. Et je pense que quand même, une étude de marché avant, c'est important pour les secteurs, peut-être s'excentrer un petit peu, aller en banlieue ou des choses comme ça. Et il faut faire toutes ces prévisions et ça rentre dans les calculs avant de s'installer. Donc c'est pareil, finalement, c'est derrière toi maintenant, c'est fait. Super. Et justement, toi aussi, Hervé, tu es à Paris en tant qu'infirmier. Oui. Ce choix, pareil qu'Olivia? Alors, en fait, au départ, c'est vrai que quand on parle d'installation d'infirmiers libéraux, au départ, il faut penser aussi à une chose, c'est que c'est un métier qui est un peu structuré. Déjà, au niveau du ministère, il y a des endroits qui sont surdotés ou sous-dotés, donc on ne peut pas s'installer n'importe comment, ça c'est clair. Après, là, Paris, évidemment, n'est pas surdoté pour l'instant, puis ça ne le sera pas, manifestement. Et voilà, donc on cible comme ça. Ensuite, par rapport à l'expérience que l'on a aussi, parce que dans notre cursus, même professionnel ou même de rencontres, on peut avoir effectivement l'opportunité de rencontrer des infirmiers libéraux. Dans notre on se fait coopter, c'est possible aussi. Là, moi, mon choix de façon personnelle, je l'ai fait parce que j'ai travaillé en amont, en hospitalisation à domicile, en banlieue parisienne. Comme je dis, j'ai fait un peu mon service militaire, mais c'était un peu ça, parce qu'effectivement, ça m'a permis de voir ce que c'était que travailler seul au domicile des gens, et surtout aussi au niveau d'un milieu particulier qui est la banlieue parisienne, et c'était juste après les émeutes d'ailleurs de 2007, je crois. Et voilà. Et donc du coup, je trouvais que c'était intéressant. Et après, donc, en ayant fait tout ce cheminement-là et les rencontres dans différentes, ça on en parlera plus tard, mais effectivement le fait aussi de s'impliquer et de voir et de rencontrer des gens et aussi bien différents, ça peut être médecin, ostéopathe, pharmacien, etc. Donc l'ouvrir le champ, ça permet aussi de voir où manque quelqu'un, ou quelle est la demande, quel est l'appel d'air. Et voilà, en faisant le cheminement, je suis moi-même parisien et très citadin, je te rejoins là-dessus. Et c'est vrai que j'avais besoin de revenir dans la ville, en fait. Et puis aussi au niveau de distance, puisque à l'époque, quand je travaillais en libéral en banlieue, je me levais quand même à 4h30 du matin pour aller bosser. Donc c'est vrai que j'avais envie de changer autre chose. Mais j'avais fait mes armes. Donc, et là, je pouvais effectivement me lancer par rapport à un libéral, même créer un cabinet s'il fallait. Mais là, la chance a été que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui cherchait quelqu'un. Donc du coup, on a pu se mettre en route ensemble. Tu as un ensemble, on va dire, de hasard de la vie et en même temps d'expérience et de rencontres. Oui, tout à fait. Hyper intéressant, merci. Et Camille, toi, de ton côté, donc, tu es près de Lyon, à Érigny, on le disait. Toi, en tant qu'orthoptiste, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on ne manque clairement pas d'ophtalmologues dans ta région. Oui. J'imagine que ça impacte ta pratique. Oui, exactement. Il y a plein de coins en France où on manque énormément d'ophtalmo et on a la chance d'avoir de belles avancées au niveau de notre profession. Donc depuis peu, on peut renouveler des lunettes et même les prescrire. Et donc ça a vraiment donné un nouvel essor à notre profession. Et donc il y a des coins où il y avait des vraies pénuries d'ophtalmo. Donc en Creuse, par exemple, j'ai des collègues qui vont pouvoir faire des renouvellements et des prescriptions de lunettes. Presque pas toute une journée, mais bon, ça va vraiment faire partie du cœur de leur profession. Alors que moi, je regarde la prise de rendez-vous au niveau des ophtalmos, je sais pas, en 48 heures, 15 jours, 1 mois pour les ophtalmos pédiatriques, on a le rendez-vous. Donc forcément, faut choisir aussi ce qu'on veut faire comme acte professionnel en fonction d'où on veut s'installer. Oui. Parce que moi, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Par exemple, ces histoires de renouvellement lunettes, j'en fais très peu et ça me va très bien. Et du coup, Lyon était pour moi stratégique pour ça aussi. D'accord. Intéressant. Donc finalement, des choses assez différentes, mais on sent quand même que l'expérience, malgré tout, et le parcours, même quand on s'installe, ça a son importance aussi. Aude, je ne sais pas si tu veux aussi nous partager peut-être un petit peu ton expérience. Moi, mon installation, c'est un peu atypique parce que
Mon souhait, c'était de consulter chez moi. Et moi, je suis élue locale, donc il fallait que j'habite dans la ville dans laquelle je suis élue. Donc, en fait, c'est un peu la ville qui m'a choisie. Et du coup, la ville de Maule, là où j'exerce, j'ai eu la chance de trouver la maison de mes rêves, enfin de nos rêves, où j'ai pu en fait installer mon cabinet. Parce que moi, voilà, je suis absolument pas citadine. Moi, je voulais mon petit village. C'est bien, au moins on a un équilibre. Et surtout, je voulais pas avoir de route à faire le matin. Voilà. Ouais. Ni le soir. Oui, ça, je pense que Voilà. c'est un souhait quand même assez global. Pour le Voilà, coup, exactement. dans l'idéal. Ok, super. Bon, merci. Ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur vous. Mais comme je le disais, on va rentrer un petit peu plus dans les leviers. Qu'est-ce qui finalement pour vous a fonctionné? Quelles sont un peu vos bonnes pratiques pour justement développer sa rentabilité? Parce qu'on peut évidemment aller plus loin. Hervé, toi, et d'ailleurs ça fait un peu la connexion avec ce que tu disais, en tant qu'infirmier, tu nous disais avant, le réseau pour toi, ça a été vraiment la source de tout. Tout à fait. Parce qu'en fait, on a été dans une période où, en particulier pour les infirmiers libéraux, c'est très compliqué. Quand on commence à s'installer, on devient un ennemi. Et on se déteste déjà. Ah. Voilà, c'est souvent ça. On ne se connaît pas, mais on se déteste déjà. Et ça, c'est dommage, parce qu'on n'a pas la culture de travailler ensemble ou de connaître l'autre cabinet, etc. Parce que, voilà. Et pourtant, l'autre se plaint d'avoir trop de travail et de ne pas pouvoir s'en sortir. Et voilà. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir effectivement comment se connaître et se coordonner aussi. Alors maintenant, il y a des structures qui sont mises en place. Il y a les CPTS, ce qu'on appelle les comités territoriaux professionnels de santé. Donc ça, c'est important de s'y impliquer. C'est important aussi pour, j'appelle vraiment les collègues à aller voir les élus aussi, on en parlait, mais aller voir effectivement les médecins, les pharmaciens. Ne pas rester seul. Ne pas rester seul, aller demander, je veux dire. Alors il y a effectivement l'étude de marché qui est intéressante, etc., qui peut être faite même par des gens, je pense, un peu des auditeurs, on va dire. Mais au départ, soi-même, il faut avoir la conviction de déjà pourquoi on veut s'installer, qu'est-ce que l'on a envie de faire. Est-ce que, déjà pour les infirmiers, je parle vraiment pour la spécialité que je connais, c'est est-ce qu'on veut faire vraiment des soins uniquement techniques, est-ce qu'on veut faire des soins relationnels, est-ce que l'on veut, voilà, ou est-ce qu'on veut faire le tout, ou est-ce qu'on veut être un infirmier voilà, spécialisé dans tel domaine pour la pédiatrie. Souvent on en manque, il y a des collègues qui ont voulu s'installer en pédiatrie et ça n'a pas forcément fonctionné parce qu'ils n'ont pas été voir, je pense, les bonnes personnes au bon moment, puis il faut un temps, de latence. Aussi. Rejoint un peu la question du benchmark ouais, c'est ça. dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et puis et l'idée, c'est aussi de aussi trouver une collègue ou un collègue, parce qu'il ne faut pas travailler seul. Donc ça aussi, c'est un travail d'équipe, donc plus on est, mieux c'est. Et on peut partager une expérience aussi, en fait, avec les collègues qui sont déjà installés, si c'est possible. Voilà, en fait. Donc ne pas rester seul et essayer justement d'être dans la rencontre. Tout à fait. Ce qui peut sembler facile dit comme ça, mais c'est bien de le dire. C'est pas naturel. Oui. C'est pas naturel en fait. C'est drôle. Ouais. Alors on se plaint d'être seul, de travailler seul, mais en fait on se complaît aussi d'être seul à un moment donné parce qu'on ne veut pas de contraintes. On veut pas comme si on voulait nous donner des contraintes. Mais je le rappelle souvent. D'ailleurs, ça c'est important. Nous on est quand même conventionnés avec la sécurité sociale. On est donc des fonctionnaires détachés quelque part. On a signé une convention, on est payé par la sécurité sociale, on fait des actes. Effectivement, voilà. Je donne souvent l'exemple en disant, je pense, parce qu'après le Covid, beaucoup d'infirmières ou d'infirmiers ont voulu venir vers nous pour s'installer et ont voulu savoir comment ça se passait, combien on gagnait, etc. C'était le truc leitmotiv. Au départ, c'est normal, c'est normal. Mais le truc, c'est que, comme je dis souvent, en taux horaire, on va gagner la même chose qu'à l'hôpital, en fait. Sauf que on va gérer son taux horaire et on va gérer ses horaires. On va en faire beaucoup, on va pas en faire beaucoup. Et on va gérer ça, en fait. Et on va gérer aussi sa vie de famille. Ce qui compte finalement pour chacun, c'est de trouver voilà, un équilibre. convient, en fait. Voilà. Il n'y a pas de toute façon de modèle parfait. Mais Camille, toi aussi, tu m'avais dit que c'était un sujet qui te... Enfin, forcément, on parle plus de rencontres, mais toute la notion de réseau. Mais comment est-ce qu'on fait pour construire ce réseau quand on s'installe? Et comment on fait aussi pour nourrir et conserver ce réseau? Parce que c'est aussi... le nerf de la guerre. Ouais, parce que déjà, au niveau de ma profession, moi, on peut venir me voir uniquement sur ordonnance. Donc, il faut entretenir aussi ces relations-là pour avoir des bonnes relations avec ses prescripteurs. On ne peut pas faire de publicité dans notre profession. Par contre, on peut organiser des moments de rencontre. Tiens, j'invite tous les pédiatres pour échanger autour de quelle est l'importance du dépistage précoce. Pourquoi pas faire des petits courriers de façon annuelle pour les vœux ou des choses comme ça. Voilà en quoi j'ai investi au cabinet, voilà les formations que j'ai faites. J'ai une nouvelle collaboratrice. Je trouve que c'est important d'essayer de maintenir quand même un lien comme ça. Et par contre, pour rebondir sur ce que tu disais,
Il faut, enfin moi je suis pour la pluridisciplinarité, c'est clair, mais je trouve qu'on n'est pas encouragé parce que ces moments de pluridisciplinarité, ils ne nous sont pas monnayés, en fait. Et du coup, se déplacer, échanger, créer des liens, c'est du temps en plus. Et il faut le faire, ça fait vraiment partie Et de le notre temps, c'est vrai profession. qu'on sait que c'est le plus compliqué. Voilà, c'est ça. Il faut le faire, mais on n'est pas encouragé parce que c'est prendre sur du temps perso ou limiter ses consultations pour faire de la communication. Quoi. Tout à fait, je rebondirai sur ce que tu dis parce qu'effectivement, ce temps-là, même si c'est pas rémunéré, il faut penser à long terme en disant voilà, c'est monnayé après, si on pense monnaie, hein, mais aussi bien humainement parlant que financièrement parlant. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que on sème des petites graines, en fait. Ouais, c'est Voilà. le cœur de notre c'est vrai. profession, hein, c'est sûr. De belles images, décidément. Mais non, mais c'est très intéressant en tout cas, et ça rejoint mais parfaitement ce que tu vis toi. Forcément, je me tourne vers toi non, mais parce tout à fait. qu'on parle de coordination, donc Ouais. forcément, je pense à maison de santé, donc je pense à toi, Tu passes à Julien. moi. Voilà. Alors, moi, j'ai été dans la nouvelle maison de santé de Colombes. C'est une maison de santé qui existe depuis plus de 40 ans, qui, en fait, a maintenant le label maison de santé depuis 2018, D'accord. juste avant le Covid. Ah. Donc, ils se sont pris la vague juste derrière. Mais voilà, ils ont réussi à reconstruire une petite équipe petit à petit. Maintenant, la maison de santé, tous les locaux sont pris. Évidemment, il y a énormément de professions médicales, paramédicales. Donc, il a fallu trouver du temps pour ce moyen de coordination, d'échange, de partage. Ça semble assez inévitable finalement. Dans non une maison de santé, c'est C'est sûr. c'est la base. Mais c'est vrai que c'est mais c'est pas évident. C'est vrai C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure de l'envie de s'installer, de la façon de s'installer, le praticien qui va être en ville, qui va être dans son cabinet, qui va être un tout petit peu éloigné, qui est en province, qui n'est pas du tout en contact avec les autres praticiens, lui, la tâche, elle est beaucoup plus dure. Ouais. Pour venir directement avec le médecin, Ouais. avec des praticiens, des spécialistes, qui sont encore moins disponibles que dans certaines régions, c'est pas toujours La évident. géographie joue forcément Exactement. aussi. Oui, Ouais. tout à fait. La géographie, la démographie des professionnels de santé sur le territoire aussi. Et il y a aussi le fait que, en maison de santé, on nous invite, en fait, on nous incite à travailler ensemble. Et donc, ce temps-là est rémunéré, mais uniquement dans les maisons de santé. Ouais. C'est un premier pas qui est fait pour les professionnels de santé. C'est le début, ça se lance tout doucement. Et c'est chouette. Voilà, c'est chouette. C'est le moment de discuter de la prise en charge d'un patient, Ouais. du futur de la maison de santé, Ouais. de la façon dont on va gérer la maison de santé. Tout ça, c'est des sujets qui, en fait, il y a encore quelques années, se faisaient un peu autour de la machine à café. Et c'est quelque chose auquel vous avez déjà peut-être réfléchi ou pas particulièrement pour ceux qui ne sont pas en maison de santé En fait, pour moi, c'est la CPTS justement qui permet de faire ça Oui, un bien petit sûr, peu. ouais. Voilà, en fait, Évidemment, c'est ce qui va pouvoir un petit peu. C'est ce qui Oui. est moins acté, quoi, en fait, parce qu'il y a un peu un cadre légal et qui nous contraint. Il ne faut pas rêver, c'est un petit peu comme le radar sur la route. Bon, voilà, on se calme un peu. Donc voilà. Mais du coup, et c'est vrai que cette histoire de temps, je parlais de petites graines, etc. Mais je reviens toujours aussi, même pour nos patients. C'est-à-dire que souvent, quand on a beaucoup de patients à voir par jour, etc. Moi, j'ai des collègues, souvent, ils s'agitent un petit peu parce que ça avance pas, le patient, il avance pas, etc. Je dis non, dis à ton patient, prends ton temps. Et quand on dit, prenez votre temps, le soin va plus vite, en fait. Et le patient se détend et on va beaucoup plus vite, en fait. Au lieu de s'énerver. Et on prend du temps. Et en fait, prendre du temps aussi pour se coordonner et se connaître, c'est du temps gagné pour après, quoi, en fait. Et d'énergie aussi, moins d'énergie perdue. Oui, c'est de la rentabilité, mais Oui, perçue tout à fait. différemment. Et il y a justement la question aussi des réseaux sociaux qui est intéressante. Voilà, ça prend du temps aussi, évidemment, mais je ne peux pas parler de réseaux sociaux, je ne peux pas ne pas parler de réseaux sociaux parce que justement, j'ai deux personnes autour de moi qui connaissent très bien ce sujet. Olivia, toi, de ton côté, tu partages du contenu autour de l'ostéopathie sur ton compte Instagram Touch of Science. Je ne sais pas si je le dis avec le bon accent. Et toi, de ton côté, Camille, tu es présente en ligne sur le compte CamCamFort. C'est ça. Et donc, j'ai envie de te demander, déjà toi, Olivia, que t'apporte cette activité en ligne ? Alors, l'avantage de devoir poster du contenu régulièrement, c'est que, à titre personnel, ça m'a forcée à me mettre à jour beaucoup plus, je pense, que ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu le compte. Donc ça, c'est cool. Sur la pratique, tu veux dire ? Ouais,
complètement. D'aller tout le temps vérifier les articles scientifiques qui sortent, qu'est-ce qui se met à jour, etc. Donc, je pense que c'est utile pour mes patients parce qu'ils ont des soins top, quoi. Enfin, top, façon de parler, mais on va dire le meilleur du actualisé, possible. quoi. Voilà, c'est ça. Et ça m'apporte vraiment des échanges avec d'autres professionnels. Parce que quand je me suis installée, j'ai essayé de contacter par courrier, par LinkedIn, etc., des professionnels du quartier. Ouais. Et ça n'avait pas forcément marché. Je m'étais présentée dans les pharmacies aussi. Et même en et étant à Paris, du coup. Ouais. Même en étant à Paris. Et via Instagram, ça le fait. Et au final, j'ai créé un petit réseau de kinés, de médecins, etc. Et j'ai toujours quelqu'un vers qui renvoyer quand j'ai besoin. Donc, un autre canal de communication. Exactement. Au-delà du côté patient. Voilà. Et après, en termes de visibilité, c'était pas le but, mais au final, ça rapporte des patients dans la mesure où je suis suivie par pas mal de kinés et d'ostéos qui m'envoient les patients avec qui, eux, sont en galère. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, c'est intéressant, finalement. Ok, très bien. Peut-être que du coup, toi, tu peux nous apporter, Camille, aussi un autre peut-être son de cloche sur aussi le côté à distance. Tu nous avais confié notamment que la période du Covid t'avait permis de réfléchir à des moyens d'accompagner tes patients à distance. Et c'est quelque chose que tu as volontairement gardé après. Oui, en fait, moi, je suis tombée dans les réseaux de façon un peu... Par hasard. Par hasard, exactement. Via le Covid, j'avais besoin de maintenir un petit peu des soins ou voilà, un lien avec mes patients. Et du coup, j'avais créé un petit livret d'activités comme un petit cahier de vacances pour faire travailler ses yeux à la maison. Et en fait, ça a pris. Et ça a pris aussi au niveau de mes collègues. Et c'est eux c'est la bulle orthopsie qui a fait vivre ça. Et du coup, j'en ai parlé un petit peu sur ma page Instagram. Et puis au final, les orthoptistes m'ont rejoint. Ça a pris et du coup, j'ai continué. Et donc, comme tu l'as très bien dit, moi, c'est plus du coup une sphère communicante avec d'autres orthoptistes, d'autres professionnels. Moi, ça ne me rapporte pas de patients. Enfin, en tout cas, je ne communique pas non plus pour ça. Ça dépend aussi peut-être de ta ligne éditoriale, ce que tu racontes dedans. Moi, mon truc, ça va vraiment être de parler de l'orthopsie, de faire connaître ma profession. Parce que c'est une profession, au final, on vient nous voir, on nous dit « Ah, mais avant de venir chez l'orthoptie, je ne connaissais pas. » Tout le temps. Et là, du coup, j'ai à cœur de faire un petit peu connaître ça sur les réseaux. Ouais, c'est intéressant. Et évidemment, alors, quand je vous entends parler, forcément, je me dis, on parle aussi de tous ces outils en ligne, les agendas, enfin, de façon générale en ligne, aident aussi à toutes ces questions, mais on ne peut pas évoquer tout ça sans évoquer la question des lapins, forcément. Enfin, des no-shows, il y a plein de manières de l'appeler, mais les rendez-vous non honorés, on le sait, c'est un fléau qui touche toutes les professions de santé, qui impactent la rentabilité et sur lequel d'ailleurs Doctolib a choisi de s'engager fortement, avec notamment la petite fonctionnalité de rappel de rendez-vous pour n'en citer que certaines. Je crois que c'était toi, Aude, qui nous avait partagé quelques astuces pour limiter ça. Moi, ce que j'ai constaté, ce qui fonctionne bien, alors oui, ça prend un tout petit peu de temps, mais le temps là, je trouve qu'il est très bénéfique. Ce que j'ai l'habitude de faire quand je vois des nouveaux patients sur mon agenda Doctolib, en fait, c'est de leur envoyer un petit message 48 heures avant pour leur demander en fait une confirmation de rendez-vous, sous couvert dans un premier temps de leur expliquer comment accéder au cabinet et en leur disant que si je n'avais pas de confirmation de leur part, je me verrais en fait dans l'obligation d'annuler leur rendez-vous. Et très sincèrement, ça fonctionne super bien. J'ai quasiment aucun lapin. Voilà, quand je dis ça prend du temps, faut juste envoyer un petit message. Mais vraiment, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Ça responsabilise le patient. Après, c'est une façon aussi d'asseoir le cadre, que je rappelle aussi en séance, évidemment, en leur expliquant notamment que pour toute séance, nous, en psychologie, on peut se permettre de le faire, de expliquer que si il y a une annulation ou un déplacement de rendez-vous moins de 48 heures à l'avance, le patient se voit facturer. Et à partir du moment où ils en prennent conscience, je trouve que le cadre est posé et il y a plus d'impact. La deuxième petite astuce que j'ai aussi, c'est de mettre les nouveaux patients en fait je leur active l'alerte pour les prévenir qu'il y a un nouveau, vous savez, qui vous prévient quand il y a un créneau qui se libère. Parce que si jamais quelqu'un le déplace, ça arrive, ils peuvent aussi, avancer leur rendez-vous. Et des fois, les patients se plaignent quand on a un mois d'attente. Ouais.
Et je le mets en fait automatiquement parce qu'ils le font pas Personne eux n'est d'eux-mêmes. lésé, disons, comme Bah ça. oui, comme ça, Ouais. parce que ça arrive malgré tout, que même que ce soit pas un lapin, avec des patients, et voilà, une obligation qui fait que le rendez-vous est déplacé. Et ça marche bien aussi. Super. Voilà. Merci beaucoup pour Mais ces de rien. astuces. Je ne sais pas si c'est des astuces que vous connaissiez, mais je trouve ça intéressant de les partager. Mais pour nous, ce serait un peu compliqué pour les infirmiers, je pense, parce qu'effectivement, nous, c'est des actes. Ils sont déjà plus courts. Ouais, Il y a plus de courts. patients, certainement, dans la À journée. adapter, on va Ouais. dire, selon la... Mais la deuxième Selon la proposition, pour le coup, elle est hyper efficace. Ouais. Moi, je sais que sur un soin, quand il est annulé, il y a la possibilité de faire 2 vérifications de semelle. Donc, en fait, au lieu de voir un patient qui est annulé, je peux en voir 2, ce qui n'était pas possible avant. Donc là, pour le coup, niveau rentabilité, non, parce que la vérification n'est pas facturée, mais en tout cas, niveau efficacité et gain de temps pour le patient, même niveau prise en charge, ça a une vraie efficacité. Et Julien, toi, de ton côté, sur un autre sujet aussi, qui est, on va dire que le fait de diversifier son activité, pour toi, ça peut être aussi un levier, tu me disais, puisque tu consultes, si je ne dis pas de bêtises, 2 à 3 jours par semaine. Oui, Tu es salarié donc d'une maison de santé. oui. Quel équilibre financier, personnel, est-ce que tu arrives à trouver grâce à ça? Alors, équilibre financier. Non, je fais 3 à 4 jours de consultation par semaine. Et je vais avoir j'ai un contrat avec la maison de santé de Colombes où je suis, un contrat de coordinateur. Donc je suis coordinateur de la maison de santé. C'est la personne qui va prendre en charge et en tout cas qui va avoir vraiment le rôle de dispatcher les tâches, de dispatcher les mesures que l'on va mettre en place, de mettre en place les protocoles, les actions de santé publique que la maison de santé veut mettre en place sur le territoire. Donc c'est moi qui gère ça. Grosse responsabilité. C'est une grosse responsabilité et c'est complètement différent de mon activité principale. Je ne parle pas du tout de podologie ni de pédicurie quand je suis C'est coordinateur. varié. Ça me va aussi, hein. Mais ça a l'avantage de voir un petit peu autre chose en fait dans la semaine. Quand on fait de la pédicurie, de la podologie 6 jours par semaine. Peut-être ça aide dans la charge mentale aussi, non? Et je suis la charge mentale, on y est. Hein. Oui, C'est le cœur évidemment. du sujet. Hein. Évidemment. Mais ça permet vraiment de voir autre chose. Quand on parlait de volonté d'aller vers les autres pros de santé, on y est aussi. C'est un temps que j'aurais jamais pu avoir, ou en tout cas très difficilement à mettre en place, en tout cas d'aller vers d'autres professionnels de santé. Quand je suis en consultation, j'ai pas le temps d'aller les voir. Donc là, au moins, je peux me rendre dispo pour eux, je peux les prendre en réunion avec un médecin généraliste, écouter lui ses demandes dans la maison de santé. Donc il y a plus la notion de hiérarchie entre médical, paramédical, quel que soit le professionnel de santé, hein, n'y est plus du tout. On travaille tous ensemble, on s'écoute tous, on met tous les débats ensemble, on en discute, on a le temps, on a un temps qui est prévu pour ça, chaque semaine. Et pour moi, c'est une façon hyper importante d'avancer. Et c'est aussi pour C'est moi. un soutien aussi d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Non, ça me Donc permet cette de voir autre chose. diversification est Exactement. intéressante. Donc, j'ai mon côté libéral et j'ai un contrat qui est un peu plus stable ouais. et qui apporte pas mal de choses dans la vie. Et alors, en parlant de diversification d'activités, Aude, tu es pleine de surprises, puisque nous avons découvert que tu étais aussi formatrice auprès de la police. Oui, je suis formatrice en communication auprès de la police municipale. Donc en fait, j'interviens dans où on a besoin de psychologues, hein, c'est une obligation dans les textes, les formations initiales et les formations continues des policiers municipaux. Puis je réalise aussi des expertises préalables à l'armement létal des policiers. Voilà, je donne mon avis, toujours les policiers municipaux. Et puis, donc ils viennent au cabinet. Plutôt que moi, avant, je me déplaçais dans les postes de police, ce qui est très intéressant de les voir aussi dans leur environnement professionnel. Mais là, c'est vrai qu'en termes de rentabilité, c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a plus de temps de trajet, donc ils viennent au cabinet. Et j'en suis aussi certains suite à un événement tragique qu'ils ont vécu sur la voie publique et qui nécessite derrière un suivi psychologique. Dans ce cas-là, la plupart du temps, c'est la commune qui prend en charge. Donc pareil, ils viennent au cabinet. Donc le cabinet me permet aussi de diversifier. Puis comme Julien le disait tout à l'heure, c'est très intéressant aussi de diversifier sa pratique. Voilà, Donc comme quoi, en tout cas, n'hésitez pas à diversifier votre... C'est ça. On est très content de retourner d'une pratique à une autre. Complètement. Donc, Eh ben, en tout cas, merci. On a abordé quand même des thématiques qui étaient très, très différentes. J'espère que pour l'instant, ça vous apporte des clés. Et il y a une personne qui va nous rejoindre ici. Eh bien oui, une dernière personne, qui est une personne qui travaille chez Doctolib et qui n'est autre que Martin.
Martin Morel, et qui va vous donner 3 solutions adaptées à vos professions de santé et développées par Doctolib. Bonjour Martin. Merci beaucoup Marion. Bonsoir Bienvenue. à tous. Je suis très heureux de passer ce moment avec vous 6, mais également avec tous les praticiens, utilisateurs ou non de nos solutions qui sont connectés à distance. On va effectivement parler de tous nos produits qui sont dédiés pour les paramédicaux. Il y en a 3 concrètement, Doctolib Patient, Doctolib Téléconsultation et Doctolib Team. Alors, il faut savoir chez Doctolib que de toute façon, tous nos produits répondent aux mêmes enjeux et sont construits de la même manière. Donc, ils sont co-construits en fonction des besoins de nos praticiens, spécialité par spécialité. Le cœur de ces produits, c'est toujours la sécurité des données. Et à côté de ça, on veut les rendre accessibles à tous, au plus grand nombre, pour faciliter le parcours de soins des patients et faciliter la vie des praticiens. Et donc, si on se concentre sur cet axe de rentabilité pour ces 3 produits, alors, le premier produit le plus connu, c'est Doctolib Patient. Doctolib Patient, ce que les gens connaissent, exactement, celui que tout le monde connaît. Son cœur, c'est l'agenda, la prise de rendez-vous en ligne, que vous connaissez tous autour de cette petite table. Alors, on est tous patients. En plus de ça, ce produit-là poursuit les mêmes objectifs, c'est-à-dire d'apporter du confort pour nos praticiens, de leur faire gagner du temps, d'apporter des services innovants pour leurs patients et également de leur faire gagner en revenus. Alors, les axes pour ce gain de revenus, ils sont assez simples. Dans un premier temps, avoir un profil Doctolib avec ses expertises, ses spécialités et donc être possiblement recherchable par des patients qui passeraient par doctolib.fr ou comme beaucoup par l'application mobile. Et donc d'être dans les résultats de recherche. Ça apporte pour des praticiens, alors qu'ils débutent ou pas, un renouvellement ou des nouveaux patients. Ça, c'est la première chose. Pour la visibilité. Exactement, la pure visibilité, sachant qu'on accompagne ça dans nos équipes du fait de rajouter un lien de prise de rendez-vous en ligne sur tous les outils que le praticien possède déjà, que ce soit un petit encart Google ou un site internet, pour faciliter l'accès à cette prise de rendez-vous, toujours dans la même dynamique, avoir des nouveaux patients. À côté de ça, les axes de rentabilité de ce produit, on en parlait un tout petit peu avant avec Julien, il y a des fonctionnalités inhérentes à ce produit-là qui permettent de fidéliser les patients. Vous avez parlé des no-shows, vous avez parlé de ce qui diminue les rendez-vous non honorés avec les rappels. Ça, on ne va pas revenir dessus, vous avez été très clair. On a des fonctionnalités un petit peu plus avancées qui permettent de programmer un rappel dans le futur pour qu'un patient, pour un acte précis, potentiellement revienne, soit sur un plan de soins qui demande une récurrence forte, comme pour les orthoptistes, comme pour les psychologues, ou alors éventuellement un acte qui est beaucoup plus récurrent, mais à échelle plus lointaine, notamment le renouvellement de semelles, dans ton cas, Julien. Ouais. Non, c'est un outil qui est pratique parce que le patient, en fait, on va faire une vérification avec lui, qui est en général sur les 2 prochains mois après la remise. Mais en fait, il y a un bon moment, si tout se passe bien, où en fait, on n'a pas du tout de retour du patient. Oui. Et 1 an après, je sais pas. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bah, le but, c'est quand même que je le revoie et que je sache comment il va. Donc, en fait, au bout d'1 an, je ne peux pas envoyer un mail à tout le monde. Et pendant que je fais ma vérification 2 mois après, j'ai juste à cliquer sur le bouton et je sais que 11 mois plus tard, il a reçu sa petite notification. Donc, sur ça, c'est pratique. Nous, on l'utilise beaucoup et c'est une vraie mesure. Je crois qu'en pédicurie podologie, en tout cas, c'est un petit outil qu'on utilise quasiment sur chaque consulte. Oui, exactement. Et c'est ce qu'on se disait, elle n'est pas assez connue, cette fonctionnalité. À côté de ça, donc, on a d'autres produits qui sont dédiés aux paramédicaux, en tout cas notamment aux paramédicaux. Doctolib Téléconsultation, très simple, ça répond aux mêmes enjeux. Apporter du confort aux praticiens, leur faire gagner du temps, leur faire gagner en flexibilité dans leur organisation, leur faire gagner en visibilité, parce que certains patients ont pris le réflexe de chercher avant tout une première consultation en vidéo par souci de ne pas pouvoir se déplacer, parce que dans certains plans de suivi, il y a des patients qui ont besoin d'avoir qui ont des impossibilités pour se déplacer, et donc ça aide, ça donne de la souplesse. Et in fine, ça apporte des revenus en plus parce que ça permet soit un maintien du soin, soit éventuellement d'apporter des nouveaux patients aussi. Et dernière chose, tu me dis si je continue. C'est parfait. On est dans le timing. On est dans le timing, c'est parfait. On a un 3e produit qui est gratuit, qui s'appelle Doctolib Team, qui est pour le coup une messagerie sécurisée entre praticiens qui permet de partager des informations sur des cas patients en se regroupant à plusieurs praticiens, pas forcément en conversation à 2, et également d'échanger des documents de manière sécurisée.
Et donc cette fonctionnalité-là, ce produit-là, très utilisé notamment par nos infirmiers qui travaillent avec nous et qui l'utilisent fréquemment pour partager éventuellement dans le cas des patients qui n'ont pas été capables d'apporter leur ordonnance concrètement. Et donc la possibilité de réclamer une ordonnance pour ce patient au médecin généraliste qui avait adressé le patient. Usage possible aussi pour les orthoptistes. Super. Eh ben merci. C'est vrai que ça nous apporte quelques clés en plus par rapport à tous ceux dont on s'est parlé. Et je pense, comme tu le disais, beaucoup de choses peut-être dont on ne connaît peut-être pas l'existence. Même si Julien avait l'air de déjà très bien connaître les sujets. Donc bravo Julien. Super. Eh ben, merci beaucoup. On a un dernier point à aborder avant de passer en fait à la partie qui peut-être vous intéresse le plus, c'est-à-dire qu'on réponde à vos questions et la qualité de vie dans tout ça. On en a parlé, on a parlé un petit peu de charge mentale. En tout cas, on ne voulait pas finir ce rendez-vous du Doctolab sans parler de l'équilibre de vie pro-perso, de la qualité de vie de manière générale. Évidemment, tout le monde se demande comment conserver cet équilibre et tout le monde se demande aussi comment continuer à garantir la qualité des soins. Et Aude, toi, je crois que cette question te tenait pas mal à cœur. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager justement aux praticiens, des messages à destination des psychologues ou non d'ailleurs? Oui, parce que oui, finalement, je pense que c'est adaptable à toutes les professions. Il faut garder toujours en tête qu'on doit être le praticien qu'on veut être, à savoir que on a, comme tout le monde, des limites. C'est-à-dire, tout simplement, moi, par exemple, c'est sur le nombre de patients. Je me fixe une limite, je ne reçois pas plus de 8 patients par jour parce que je ne vois pas comment je peux être disponible, moi, personnellement, psychiquement, au-delà de ça, parce que voilà, c'est quand même des séances de 50 minutes. Voilà, je peux pas, je suis pas une machine. En termes d'horaire aussi, moi, j'ai du mal, par exemple, à commencer avant 10 heures. Voilà. Je trouve qu'on a la chance, et c'est un luxe, de faire nous-mêmes nos emplois du temps. Donc, on a la chance de pouvoir en fait concilier la vie personnelle, la vie pro. Moi, j'ai fait le choix, voilà, de travailler là où j'habite, parce que ça me permet aussi de ne pas avoir tant de trajets, qui me permet d'avoir du temps avec ma famille, avec mes activités annexes. Il faut continuer à être aussi toujours en quête de formation, toujours en quête de professionnalisme et surtout de passion. Et je pars juste du principe que si on aime toujours ce qu'on fait, si on le fait avec la même envie, finalement, on sera un bon professionnel. En tout cas, on sera bon pour nos patients. Le bouche à oreille va fonctionner. Et c'est ça le plus important. Et on a le droit, des fois, de ne pas sentir forcément au top, mais il faut savoir se remettre en question. Moi, j'estime que dans ma profession, on ne peut pas travailler sans supervision, donc ça en fait partie. Et ça fait aussi la qualité du professionnel qu'on est. Il faut le garder en mémoire. Et voilà. Rester fidèle à soi-même. Oui, complètement. Voilà. Martin, tu voulais dire un petit mot, je crois? Oui, exactement. J'en profite simplement. Petit oubli, c'est parce que j'ai déjà été très bavard. Mais on organise des démos live la semaine prochaine pour certaines ça aurait spécialités. été dommage de ne pas le dire. Et ça aurait été dommage de ne pas le dire. Les liens d'inscription sont sur le chat. Ces démos live, elles vont concerner les spécialités suivantes: ostéopathe, pédicure podologue, psychologue, diététicien, psychomotricien et ergothérapeute. Super. Merci beaucoup. Et navré pour cet oubli, ça aurait été vraiment dommage de ne pas le dire. Donc n'hésitez pas surtout, voilà, le petit lien dans le chat. Et de toute façon, ça relie aussi un petit peu la troisième partie qui est autour de la qualité de vie, la charge mentale, etc. Je pense que c'est important de connaître, de comprendre comment bien utiliser son outil pour après aussi pouvoir gérer mieux son temps, tout simplement. Merci beaucoup, Martin. Sur la partie de la qualité de vie aussi, Olivia, toi de ton côté, on peut aussi se dire, oulala, les réseaux sociaux, ça doit prendre aussi beaucoup de temps, etc., beaucoup d'ampleur. Je crois que ça fait aussi partie de tes priorités. Comment est-ce que ça s'incarne finalement dans tes choix d'exercice, cet équilibre? Alors au final, au début, les réseaux sociaux n'avaient pas énormément de place. Et en fait, en commençant à pratiquer, je me suis rendu compte que avoir un cabinet qui était rempli 6 jours sur 7, j'allais pas tenir. Et que, comme tu disais, Aude, tout à l'heure,
j'étais pas cognitivement disponible pour Ouais. les patients qui arrivaient par exemple le samedi en fait. Et je me disais, franchement, moi, si je consultais, j'aimerais pas tomber sur moi là, épuisée comme ça. Quoi. C'est honnête. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai adapté, j'ai donné un peu plus de place aux réseaux sociaux, j'ai donné un peu plus de place aussi à des activités dans la formation, etc. Et c'est un équilibre qui me convient beaucoup plus parce que c'est une manière différente de travailler, mais c'est difficile aussi d'être soignant quand même. Et ça relâche un peu la pression d'avoir ces trucs à côté aussi. On en revient un petit peu à la diversification de l'activité, Exactement, finalement. Et Ouais. tu voulais dire, Hervé? Mais oui, parce qu'en fait, je peux rebondir sur ce que tu disais, dans le sens où on est le soignant qu'on veut être, en fait. Ouais. Et je trouve que on a été, enfin, le cabinet infirmier, là, enfin, je m'adresse toujours aux infirmiers en particulier. Nous, on a été dans les premiers à s'inscrire sur Doctolib parce qu'on a une activité cabinet. Et c'est pas quelque chose qui avait été d'ailleurs d'emblée pensé chez Doctolib au départ, d'ailleurs, les infirmiers libéraux, enfin, les infirmiers, d'ailleurs, au départ, c'était pas pensé. Et je me rappelle qu'avoir interpellé un de vos collègues un jour en disant, hop, moi, ça m'intéresse ton truc. Et c'est vrai que, et du coup, moi, ça m'a permis aussi de voir une autre dimension de mon travail, c'est-à-dire d'avoir une ouverture de cabinet plus large, alors que souvent on fait des permanences. Il y a une vieille histoire pour la profession qui est de faire des permanences et de ne pas avoir de rendez-vous, ce qui est très étrange. En fait, maintenant, ça paraît étrange. Et du coup, il y avait des permanences qui étaient remplies. Enfin, bon, c'était pas très agréable pour les patients. Enfin, c'était même pas agréable pour le soignant. Enfin, voilà, pour personne, c'était nul. Et c'est vrai que le Doctolib a permis effectivement d'avoir une visibilité et d'être reconnu, de mieux gérer les rendez-vous, etc. Et de voir où on est et à quelle heure on est disponible et tout. Et du coup, nous, notre cabinet a pu même s'adapter par rapport à Doctolib à ouvrir des ouvertures de cabinet auxquelles on ne s'attendait pas pour des horaires de bureau, particulièrement entre 8h et 9h30 par exemple. Et voilà, on a une activité. Alors je parle, on est vraiment hyper citadin. C'est évident que je ne parle peut-être pas aux infirmiers qui sont en province et à la campagne. À chaque mode de pratique. Mais, tout à fait. Mais par contre, je les invite vraiment aussi à avoir des consultations en cabinet pour que les patients viennent à eux, parce qu'on a tout ce qu'il faut dans le cabinet pour soigner correctement, on ne manque pas de matériel, on a tout ce qu'il faut, et on peut travailler différemment. Et je finis juste très rapidement, parce qu'on a effectivement, grâce à Doctolib, je le dis franchement, travaillé différemment dans notre cabinet, c'est-à-dire que on était au départ 2 infirmiers, et en fait, en étant 2 infirmiers, ça veut dire qu'on travaillait 15 jours chacun, et on se répartissait les jours. Et là, on a décidé de travailler plus de jours par mois, et avoir moins de patients par jour à voir, en fait. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est quelle est la qualité de travail que je veux avoir. Effectivement, tant pis, je travaille peut-être un nombre de jours plus important, comme à l'hôpital, quelque part, mais je vois moins de patients par jour. Et j'ai la même rentabilité financière aussi, mais j'ai quand même une accessibilité. Enfin, j'ai l'impression de tenir sur le plus long terme au niveau temps. Oui. Voilà. Comme un marathon, quoi. Il faut le tenir. C'est ça, en fait, c'est ça. Voilà. Je me mets aux images, moi, ici. C'est agréable, peut-être marathon, je ne sais pas trop, mais... Bon, super. Peut-être une toute dernière question, rapidement, peut-être pour toi, Camille, et puis après, on va passer aux questions. Tu nous as confié être devenue maman, dernièrement. Félicitations, d'ailleurs. Merci. Et toi, évidemment, tu as adapté tes horaires pour pouvoir dédier du temps à ta vie de famille. En tout cas, c'était ton choix. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai été une très mauvaise élève par rapport à tout ce que tu racontes, et tu as raison. C'est bien, il faut s'inspirer mutuellement. Moi, j'ai créé donc mon cabinet, donc j'avais pas de patientèle. Et du coup, je me suis mise à ouvrir sur des créneaux horaires très larges. Et bon, erreur de faire peut-être autant d'heures, même si je ne regrette pas à l'heure actuelle de l'avoir fait. Mais je pense quand même quand on crée son cabinet, il faut privilégier certains créneaux horaires. Donc tu l'as dit très bien, avant les horaires de bureau, après les horaires de bureau, le mercredi, si on est motivé, le samedi. C'est des créneaux qui seront toujours remplis. Et puis après, la vie fait que j'ai eu la chance de devenir maman et au lieu de rentrer à 20h, je rentre à 19h et c'est déjà beaucoup. Mais tu vois, la route est encore longue. Mais voilà, maintenant, je vois mon dernier patient à 18h30 et ça m'a permis vraiment d'avoir ce luxe d'adapter. Alors oui, on retombe sur cette histoire de rentabilité, forcément. Hein. Je n'ai pas la même amplitude horaire, donc je n'ai pas le même chiffre. Mais c'est des années qui sont précieuses et que j'ai le luxe de pouvoir vivre comme je le souhaite. J'ai la chance de pouvoir allaiter ma fille et de pouvoir me bloquer aussi des créneaux au cabinet pour vivre ça le temps que je le souhaite. Donc ça a vraiment des avantages. Choix, vraiment chacun. Écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. On a évoqué pas mal de thématiques. Hop, je fais un petit changement.
Et nous allons passer aux questions. Et je prends mon téléphone volontairement, non pas pour être mal poli, mais parce que j'ai des collègues en coulisses qui vont me passer les questions que vous nous posez dans le chat, que malheureusement nous ne voyons pas. On a une première question pour bien démarrer, pour Olivia. Et on revient à un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment se dégager du temps pour se former, se documenter tout en restant rentable et puis surtout réussir à dormir la nuit en fait. Ouais. Alors, il faut savoir qu'en ostéopathie, le taux de remplissage, il n'est pas du tout à 100%. Et on s'imaginait un peu que d'enlever des jours, du coup, ça va enlever les patients qu'on avait sur ces jours. Et en fait, quand j'ai été contrainte d'enlever du temps parce que j'avais d'autres activités à côté, je me suis rendu compte qu'au final, ça a augmenté juste mon taux de remplissage, que mes patients étaient beaucoup moins dispatchés et qu'en fait, c'était beaucoup mieux. Ouais. Donc finalement, tu t'y retrouves aujourd'hui. Finalement, on s'y retrouve et faut le tester, mais c'est un truc que je retrouve avec mes collègues qui ont constaté pareil aussi, qu'au final, d'enlever des jours, ça enlève pas forcément Oui, c'est des pas patients. forcément ça, oui. Ok. Toi, de ton côté, Aude, on nous demande comment faire face aux grandes variations de fréquentation du cabinet. Il y a peut-être une semaine où il va y avoir beaucoup de monde, puis la suivante, plus rien. Comment est-ce qu'on fait face à ça ? Ça arrive pas trop, si ce n'est un peu pendant les vacances ou quand il fait beau. Parce que la météo a aussi une influence sur mes patients. Ça marche aussi pour les salles de sport, je crois. Oui. Hein. Et moi, j'ai la chance d'être sur place. Donc, quand puis moi, je suis maman depuis... pour la 3e fois depuis pas longtemps, donc j'ai pas de nounou, donc voilà, j'ai mon petit à côté, enfin voilà. Du coup, je l'utilise. On s'adapte quoi. On s'adapte pour du temps perso, du temps de formation. Enfin, c'est jamais du temps de perdu finalement. Et puis c'est comme ça, c'est qu'ils vont mieux aussi. Une philosophie donc aussi, quoi. donc tant mieux. Hervé, justement, est-ce que tu dirais qu'on peut annuler des journées sans culpabiliser ? Alors, j'ai envie de dire, tout dépend si on est dépensier ou pas. Non. Ça dépendra de votre niveau Alors, c'est marrant cette question, parce que culpabiliser pourquoi ? Pour culpabiliser pour soi ou pour les patients ? La question est ouverte. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est vrai que souvent, nous, quand on ferme des créneaux horaires, on est souvent culpabilisé par rapport aux patients. On se dit, mince, on va pas pouvoir laisser. C'est embêtant. Mais en définitive, je crois qu'il faut y aller zen. C'est bête, hein, mais il faut penser à soi au départ. Hein. Je pense qu'on est un peu là-dedans. Alors, l'idée, c'est pas égoïste de penser à soi pour être disponible pour les autres plus tard. En fait, je pense qu'il va y avoir cette idée-là en tête. Voilà. Après, l'idée, c'est de s'organiser peut-être aussi un petit peu en amont. C'est-à-dire que si on sait qu'on veut son samedi après-midi, parce qu'on a décidé de fermer samedi après-midi, on s'organise pour les semaines d'avant. Voilà. Et c'est vrai que Doctolib, pour les créneaux horaires, rien n'est figé. C'est nous qui gérons notre agenda. Donc, comme ça, on peut laisser le champ libre, ouvrir exceptionnellement de midi à 14h alors qu'on est fermé. Enfin, voilà, on peut s'organiser. Il faut rester zen. Il ne faut vraiment pas culpabiliser. Parce que les patients ne culpabilisent pas pour autant quand ils ne viennent pas, en fait. Je pense qu'il faut aussi être un peu logique. Donc, voilà. On a une question pour Martin. On nous demande quelle profession professionnelle de santé peut faire de la téléconsultation et qu'est-ce que Doctolib va proposer pour ça ? D'accord. Alors, les professions plutôt paramédicales, si on reste dans notre thématique, qui peuvent faire de la téléconsultation sur Doctolib, c'est les psychologues et les diététiciens. Et donc, ce qu'on propose pour ça, c'est un module de téléconsultation qui est directement intégré à Doctolib Patient, donc qui est intégré à l'agenda et qui permet de lancer l'ensemble de la téléconsultation avec le patient de manière sécurisée dans son agenda, dans son outil du quotidien. Le patient, lui, reçoit tout le parcours de connexion dans son espace patient auquel il est habitué aussi. Et donc, tout se fait de manière sécurisée, y compris le paiement, où le patient en fait, met une empreinte bancaire qui n'est prélevée que si la consultation s'effectue. Mais en tout cas, le praticien n'a pas à s'occuper de la collecte du montant de la séance. Il est directement prévu. Super, merci beaucoup. Une autre question très différente pour toi, Camille. On nous demande quelle est la rentabilité d'un cabinet libéral par rapport au salariat. Je vais te rejoindre complètement.
Faut pas compter ses heures en fait, parce que je suis pas sûre qu'à heure égale, on gagne plus notre vie, mais on a la chance de pouvoir ajuster. De pouvoir se gérer. Voilà, exactement. Donc, quand j'ai ouvert le cabinet, que je travaille beaucoup, que ça s'est mis à prendre, je me suis dit, chouette, je veux devenir propriétaire. Et je bosse, on y va. Et puis, ça y est, je suis propriétaire, je suis maman, je peux ralentir. En fait, c'est ça, c'est... On s'adapte finalement au fil de la vie. Exactement. Est-ce que c'est plus rentable? Oui, si on compte pas ses heures, si on est courageux. Enfin, c'est comme tout, si on est courageux, on y va et on gagne. Il faut savoir plus sa pourquoi vie. on le fait, en tout cas. Voilà, c'est ça. Mais par contre, on ferme le cabinet, on part avec des dossiers dans la tête. C'est dur de couper. Faudrait que je me fasse superviser. C'est Il y a dur de peut-être une couper. petite discussion après à organiser. Quand on est en libéral, alors que quand on est salarié, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. On rentre chez soi, quoi. Moi, je dirais que quel est le degré de sécurité que l'on perd, en fait, ou le sentiment de sécurité Aussi. que l'on perd. C'est vrai. Et c'est vrai, quelque part, en libéral, on pourrait se sentir en insécurité, mais en définitive, quand on est à l'hôpital, c'est parce que voilà, les choses sont cadrées, et on pense que quand on quand on quitte l'hôpital et on a changé notre blouse, voilà, tout va bien. Mais pas du tout, parce qu'on a aussi d'autres contraintes. On sait qu'à l'hôpital, il y a certaines choses qui ne vont pas bien, etc. Donc on se confronte aussi à ça. Et on le supporte aussi, d'ailleurs, de cette manière-là. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est dans la rue, quelque part, dans la rue, c'est-à-dire dans la vie civile des gens, que forcément on est perdu, quoi, en fait. Et je pense qu'il faut une sorte de lâcher prise et d'y aller zen, en fait. Quand je dis zen, c'est un petit peu péjoratif, peut-être, je ne sais pas, mais il faut y aller sereinement. Voilà. Super. Finalement, le tout, c'est de trouver un petit peu l'équilibre qui nous convient. Julien, de ton côté, on me demande, pour toi spécifiquement, comment s'installer sereinement. Est-ce que tu as quelques conseils à donner? S'installer sereinement. La sérénité est vraiment la thématique de cette émission. Alors, c'est très rare de s'installer hyper sereinement. Je Donc pense déjà, que- il y a une forme d'acceptation de ça, Ah, peut-être. Il y a une acceptation de Mais ça oui. et C'est une période. je sais pas Mais parce c'est que une moi, période. Il faut Ouais. de l'audace. Il faut de l'audace. Il faut de pas l'audace. avoir peur de l'audace. Voilà. c'est sûr. On n'a rien à perdre, c'est de l'audace. Je pense que je vais noter les phrases d'Hervé, parce qu'elles sont toutes exceptionnelles. Non, c'est toute une mission. Alors après, moi, le cabinet est jeune. Pour moi, la création, pour le moment, ça a été la plus grosse mission de l'histoire de mon cabinet. J'avoue qu'après développer, finalement, on a des outils, on a la coordination, on a pas mal de supports. Ouais. Le plus compliqué, c'est de s'installer sereinement. Parce que s'installer sereinement, ça veut dire faire les démarches. C'est des démarches qui sont souvent administratives, donc c'est pas hyper serein. Des démarches qui sont souvent financières. Ça dépend de ce qu'on a eu avant, de là où on était, de ce que l'on a mis de côté, de la vision de la profession et surtout de sa carrière et de ce qu'on a envie de faire dans les années d'après. Est-ce que finalement je peux faire un salariat qui va me convenir, qui va me permettre de vivre tout à fait convenablement, ou alors j'ai envie d'être en libéral, de pouvoir choisir complètement à quelle vitesse je vais mener cette croisière. En fonction de cette vitesse-là, j'ai l'opportunité de pouvoir ralentir un petit peu et de pouvoir profiter des miens, de la vie, de voyager, de voir autre chose, ou alors d'y aller complètement et de faire du patient du matin au soir pendant une période qui est limitée, parce que sinon, je pense qu'on a tous une limite et on n'est pas des machines. Ça, c'est une belle phrase aussi. Mais clairement, s'installer sereinement, oui. Je pense que ça passe par des acteurs, en tout cas, d'aller directement regarder au niveau de nos ordres, de regarder les propositions au niveau des confrères qui sont dans la zone où on veut s'installer, des acteurs du territoire, donc la ville, la sécurité sociale, l'ARS. Tout ça, c'est des gros organismes qui font parfois peur. En fait, il y a plein de gens hyper sympas qui sont dédiés à ça pour l'installation. Et quand on y va et qu'on se dit bonjour, j'aimerais bien m'installer, on voit qu'en fait, ils sont pleins. Et on se dit, c'est chouette en fait. Ok, on y va. On va où? On fait quoi? Quelles sont les démarches? La notion de réseau doit aider aussi Exactement. d'ailleurs à partager autour de tout ça. Tout à fait. Moi, c'est la médecin, entre guillemets, généraliste, cadre de la maison de santé, qui m'a un peu accompagné, qui m'a dit, mais tiens, va voir cette personne-là à l'ARS, elle peut t'aider. Et effectivement, en fait, on tombe chez quelqu'un à l'ARS qui nous dit, moi, je peux t'aider sur cet aspect-là. Mais par contre, c'est un aspect sur la télétransmission, sur tout ça,
va peut-être voir au niveau de la sécurité sociale, ils ont un service qui est dédié. Donc l'installation, c'est pas juste à trouver un local et de mettre un ordi dedans et de bien faire sûr. tout ça. C'est du matériel, c'est trouver de la localisation, c'est trouver des prescripteurs, de trouver plein de choses. Donc, Et c'est vrai que quand la question est rigolote, parce que par dire s'installer sereinement, en fait, déjà au départ, c'est de quoi j'ai peur. On a peur de ce qu'on ne Je vois connaît que ça pas. te fait rire. Ouais, oui, on a peur de ce qu'on ne Enfin, connaît pas. l'expérience. Voilà, tout bêtement, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, Bah, en bien fait. sûr. Et du coup, en plus, je repars encore une fois pour ma corpo. C'est vrai que les infirmiers libéraux ou infirmiers, ils ont la possibilité d'accueillir. Donc, venez nous voir, venez faire une journée avec nous. Les gens de Doctolib sont venus d'ailleurs nous voir comment on fonctionnait, comment on travaillait. Donc, il faut aller voir, je pense, les infirmiers un libéraux. message. Oui. je pense Voilà, que- allez voir les voir, infirmiers venez notamment. nous voir et puis venez faire passer, comme les petits jeunes qui font des stages infirmiers, etc. Venez faire une journée, un après-midi avec Ça fait nous. partie de la transmission aussi, Tout parce à que fait. d'ailleurs, c'est Et aussi c'est là où comme on ça, parce qu'on n'est pas s'éprouve la forcément réalité. préparé. Et là, on voit de quoi on a peur ou pas, du coup. Super, merci à vous. C'était très très intéressant. Et je pense que voilà, on va garder plein de choses de tout ce qui s'est dit. Martin, on a une question aussi pour toi. Comment avoir plus de patients lorsqu'on sait qu'on est mal placé, mais on ne peut pas encore changer de lieu d'exercice? Là, on monte dans le niveau des questions progressivement. Alors, ça me fait penser à ce que vous répondiez tout à l'heure. Ça dépend de comment on définit mal placé. Bah oui. Je sais, vous savez mieux que moi, clairement autour de la table, mais je ne sais pas si ça existe mal placé. Parce que Quelle est la profession On a besoin de En fait, professions voilà, partout finalement, c'est ça. mais est-ce Et que c'est nous, vraiment ce qui mal est sûr, placé? en fait, voilà, ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est que les statistiques d'apport de patientèle, donc de visibilité, de trafic, sont similaires pour une même profession, pour une même spécialité. Elles sont similaires à peu près partout en France, parce que mécaniquement, dans les grandes villes où il y a plus de concentration de praticiens, plus de concurrence, il y a aussi plus de patients, plus d'habitude d'aller prendre rendez-vous en ligne. Et donc, de fait, si la question c'est chercher de l'apport de patientèle, Est-ce qu'on n'en revient pas à la visibilité en fait? exactement, Et on revient à la toutes visibilité. les choses dont on s'est parlé tout à l'heure, Voilà. peut-être que c'est pas, peut-être la problématique n'est pas autour du positionnement géographique, Ouais. mais plutôt autour de comment on attire à nous, quoi. Et de ce que vous avez tous très bien dit sur la question de l'adressage et de comment se créer son réseau d'adresseurs, ses praticiens de confiance et éventuellement comment échanger de manière sécurisée avec eux. Mais là, je prêche pour Doctolib Team. Oui, c'est évident. Ouais. Puis c'est vrai que Doctolib, en fait, l'idée c'est que les gens ont quand même le réflexe de Doctolib maintenant, malgré tout, ça rentre dans les mœurs. Mais c'est vrai que pour la province en particulier, moi je trouve que c'est pas suffisant encore, enfin pour les infirmiers en particulier, parce que je me suis confronté vraiment à cette réalité-là, et pourtant dans le sud de la France, j'ai voulu prendre un rendez-vous pour me faire enlever un fil chez une de mes collègues. Je n'ai pas réussi à trouver sur Doctolib une seule inscription, et en fait elles étaient référencées comme adresse, mais en fait il fallait que je les appelle. Et je trouve que c'est dommage, parce que je dis vraiment à mes collègues de se mobiliser autour de ça, parce que justement j'ai pas suffisamment de patients, mais je peux en avoir justement parce que il y a quelqu'un qui recherche, il y a toujours quelqu'un qui recherche à un moment donné. Travailler son profil aussi, voilà. c'est important. Je veux dire, c'est ce qu'on disait, on parlait de l'installation qui finalement peut être un basique, mais travailler son profil bien comme il faut, bien Bien le sûr, renseigner, etc. tout à fait. Des fois, on croit bien l'avoir fait, Oui. peut-être pas des fois. Tout à fait. Et par rapport à ce que tu dis, Hervé, désolé, mais Non, vas-y. ça me donne envie de rebondir, mais c'est vrai qu'on échange avec énormément d'infirmiers libéraux qui partent du principe que la prise de rendez-vous en cabinet ne fonctionnera pas parce que les patients ne sont pas habitués à ça. C'est terrible. Et terrible. c'est une idée. vieille habitude. Ouais, C'est une vieille habitude qu'il faut casser, ça, en fait. Ouais, Ah oui. C'est clair. Et en plus, surtout, je pense que voilà, en fait, ça vient peut-être des infirmiers, mais ça vient aussi de l'idée que l'on fait que les patients se font de la profession. C'est-à-dire que l'infirmier, il vient à domicile. Il va pas venir à domicile. Voilà, il peut venir à domicile pour quelqu'un de dépendant, etc. C'est évident. Mais par contre, on nous demande en plus que ce soit un cabinet accessible à handicapés et compagnie, machin. Donc ça veut dire que les gens peuvent venir à nous. Donc si les gens viennent à nous pour un petit bobo au bout du doigt, c'est plutôt pas mal. Ou même pour quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais on peut faire des perfusions même au cabinet. C'est même mieux qu'à domicile quelque part. Parce que comme ça, on le fait au cabinet et quelque part, symboliquement, on n'est pas malade à la maison. Enfin, voilà, il y a plein de dimensions qu'on peut ouvrir par rapport à ça. Et je pense que ça, au niveau de la profession, il y a quelque chose à travailler au niveau des infirmiers, c'est vraiment ce travail en cabinet et de travailler différemment. Parce qu'en fait, il y a une habitude de travail qui fait qu'on travaille seul par jour, en fait, alors qu'il faudrait travailler à deux pour bien travailler. Super. Merci pour ces éléments. Justement, on parle de visibilité et ça fait le lien parfaitement avec la prochaine question. Camille, on nous demande, est-ce que tu penses qu'un site internet hors Doctolib est important pour avoir de la visibilité?
Alors, on parlait réseaux sociaux aussi tout à l'heure. Pour ma profession, pas forcément, parce qu'on a vraiment beaucoup de chance de ne pas être suffisamment présent pour avoir des patients. Enfin, on n'a pas de souci de trouver une patientèle la plupart du temps. Donc pas vraiment. Par contre, moi j'adore avoir un site internet pour parler de plein d'autres choses. Ouais. Et de dire à mes patients, allez voir ça, j'ai fait un petit article là-dessus, vous pouvez faire des petits exercices comme ça à la maison, je vous conseille 2-3 petites choses à ce niveau-là. Je trouve que ça permet de diversifier la demande des patients et un petit peu les supports de communication aussi, mais nécessaires. Ouais. Non, je dirais pas forcément. Par contre, il faut de la visibilité. Ouais. Voilà, un site internet propre, pas forcément, mais de la visibilité, c'est sûr Oui. qu'à l'heure actuelle, c'est nécessaire, ça c'est évident. Hein. Oui, puis c'est vrai qu'il ne faut pas que le site internet soit un doublon de ce qui existe déjà. C'est exactement ça. Ouais. Ce qui compte, c'est d'être présent, d'être référencé, finalement. Et Martin, on a une question encore pour toi. Comment maintenir une quantité de patients constante ? Je pense qu'on te lance des défis ce soir. C'est ça, au challenge. C'est clair. Hein. Pas bon, Mais en même temps, ce sont aussi tous les défis d'ailleurs qu'on relève au quotidien, à travers les outils. Ouais, j'ai à nouveau une réponse de Normand, mais Oui, en fait, c'est délicat il n'y a pas de moyen de garantir une patientèle constante, si ce n'est de faire La varier visibilité. ce que tu disais tout à l'heure, de faire varier ses créneaux, éventuellement de faire varier ses jours travaillés. Et de fait, tous les praticiens ont une saisonnalité. Alors, à ma connaissance, pas la même selon les spécialités, mais toutes les spécialités ont des saisonnalités où la patientèle est un petit peu moins assidue ou un petit peu moins demandeuse. L'approche de l'été, c'est en général pas facile, mais... Après, moi j'ai envie de dire aussi, c'est en fonction du professionnel. C'est-à-dire que, attention, ne confondons pas que l'outil vient en support du professionnel, ça ne remplace pas le professionnel. Et je pense que c'est là, en fait, la question est un peu mal. Enfin, la personne, je ne sais pas qui pose la question, aurait peut-être la question à se poser, c'est comment je bosse, qui je suis, et voilà, si je suis sympa ou pas. En fait, c'est bête, il faut être très basique. Voilà. Après, l'outil, c'est autre chose. L'outil me permet d'avoir une visibilité, etc. Mais je peux avoir un bel outil, avoir des belles fleurs, tout ce qu'on veut, mais si je ne suis pas bon ou que je ne me forme pas et que je reste si je me remets pas en question, ça va pas le faire en fait. Hein. Exactement ce qu'on se disait sur les fonctionnalités de fidélisation. En fait, le rappel que tu fais, Julien, si le patient n'a pas envie de revenir te voir, il va recevoir la notification. Il ne prendra pas rendez-vous pour autant. Complètement. Aude, je te vois acquiescer tout à l'heure, ça a l'air de te parler, effectivement. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Tout dépend, là encore, de la remise en question. On peut avoir le plus beau des outils, effectivement, si derrière, on reste sur nos acquis, si on cherche pas à se former, si on cherche pas, même nous, allez bien, je me répète, mais on aura beau avoir, et le lieu, parce que c'est vrai que si on prend rendez-vous, excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Et en fait, parce que c'est ça aussi, si j'ai un lieu pour recevoir les patients qui ressemble à quelque chose. Ah, ça, c'est indispensable. C'est-à-dire le truc vers la Vasse avec pas de fenêtre et puis vaccin anti-grippe partout. Non, c'est bon, on arrête. On en revient toujours de toute façon à la présentation. Comment est-ce qu'on présente Voilà, c'est ça. Ah oui, mais le cabinet, je suis totalement d'accord. Moi, je trouve quand même que c'est important en fait. Ils en ont besoin, les patients. Enfin, surtout dans ma profession. Oui, même pour nous, je pense que c'est important aussi d'avoir des patients qui arrivent en se disant c'est détendu, c'est sympa, l'endroit est sympa, etc. C'est un lieu apaisant, je peux me confier. Voilà, exactement. C'est précieux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande tous les praticiens qui nous rejoignent. On leur recommande chaudement d'avoir le maximum de photos possible. Oui. Pas spécialement pour se vendre, c'est pas une question de publicité ou quoi que ce soit. Ça aide le patient à être rassuré, à se projeter. Et donc, dans les faits, les patients prennent plus rendez-vous chez des praticiens qui ont fait l'effort de ils nous le disent d'ailleurs. Ils nous choisissent aussi parce qu'il y a des photos du cabinet. Il faut bien des fois choisir sur. C'est humain, je pense. Ça rassure. C'est humain. Ça projette, ça rassure. Tout à fait. Et peut-être prendre une dernière question, une ou deux. On va me dire le timing. Je crois qu'on a encore un petit peu de temps. Donc Olivia, nous avons une question pour toi. On nous demande, est-ce que les débuts en tant que profession libérale dans la santé sont vraiment compliqués ? Comment est-ce qu'on fait justement pour maintenir un certain niveau d'activité ? Bon, ça rejoint un petit peu toutes les discussions qu'on a ici, mais en tout cas pour les ostéopathes, peut-être tu peux parler. Oui, c'est vrai que la densité de population ostéopathique, elle est hyper importante en France, et c'est pas que Paris, c'est vraiment toutes les villes. Oui. Mais franchement, on s'en sort. J'ai démarré donc en m'installant, et là, ça a été long.
Mais en fait, en prenant des assistanats et des trucs comme ça à côté, il n'y a pas de problème. Si on veut travailler, on va travailler. Vraiment. Il y a toujours des offres, que ce soit un assistanat à long terme ou l'été, les praticiens, ils partent en vacances, ils laissent leur cabinet et il y a de quoi bien tourner aussi et tout. Franchement, j'ai personne dans mon entourage qui a galéré en sortant. Quand on veut travailler, on travaille. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'en plus, il faut se projeter aussi sur quand on décide de s'installer en libéral. Je pense que c'est quelque chose qui se prépare quand même. C'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il faut quand même préparer quelques mois à l'avance et voir quels sont ses besoins financiers pendant ces quelques mois dans lesquels on va se lancer. Donc, je sais pas, disons-nous 3 mois, 4 mois. Et si on voit qu'au bout de 4 mois, on s'en sort pas, on retourne à l'hôpital ou on fait autre chose. Mais je pense quand même qu'il faudra bien effectivement cadrer ça au départ. C'est-à-dire, je quitte pas un endroit violemment parce que j'en ai marre et je m'installe en libéral du jour au lendemain. Effectivement, ça risque d'être un petit peu précaire, en fait. Et on me dit qu'il y a peut-être une dernière question. Et après, on va devoir arrêter, malheureusement. Dommage. Ah voilà, je sens qu'on est lancé sur le sujet. Ah ouais, là. Et c'est une question pour toi, Martin, à nouveau. C'est bien, tu as ton micro prêt. Quelles astuces, attention, on dirait la nouvelle question pour un champion, quelles astuces pour être plus référencé sur Google? Qui est en réalité, je me moque, mais qui est une vraie question, très importante. Ouais. Il y a un basique qu'on conseille à nos praticiens et qui demande un effort en plus, c'est déjà de créer un petit encart Google que nous, on met en lien avec la prise de rendez-vous sur Doctolib, parce que le trafic, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est que le patient, en tout cas à nos yeux, arrive vite sur le fait de pouvoir prendre rendez-vous, parce que c'est ce qu'il recherche. Cet encart Google, il a de l'intérêt s'il est nourri, c'est toujours la même chose, s'il est nourri en termes de contenu, en termes d'avis, sachant que cette notion d'avis, évidemment, les avis, nous, on ne les pratique pas, Google a des avis, et donc c'est assez délicat, parce qu'il y a des praticiens à qui ça fait peur. Nous, ce qu'on conseille toujours là-dessus, et ce que font beaucoup de praticiens par eux-mêmes, c'est d'y répondre poliment à ces avis. Les avis de détracteurs, les avis négatifs sont rarissimes, au fond, et des avis auxquels le praticien répond, pareil, ça va dans le sens de rassurer les patients, ça les projette, et ça humanise le praticien. Donc sur cette partie-là, sur Google... Ne pas avoir peur de... Exactement, ne pas avoir peur, mais après, à côté de ça, ce qui fait qu'un profil Doctolib, donc le profil Doctolib ressorte sur Google, c'est le contenu de ce profil, donc d'avoir du contenu. Plus on le nourrit, Exactement. plus on utilise en fait tout ce qu'on peut utiliser pour faire son profil. En fait. Exactement, donc du texte personnalisé, des photos, tous les éléments qui distinguent le profil. Ça a un intérêt qualitatif pour le patient, mais en dehors de ça, c'est du contenu que les autres profils n'ont pas, donc c'est un intérêt en termes de référencement. Ça me rappelle un peu Instagram finalement qui... Voilà, parce qu'on utilise toutes les fonctionnalités, l'algorithme va aussi le pousser naturellement. Un peu, ça rappelle un petit peu ça. Ouais. Super. Eh bien, écoutez, il est temps de conclure. Donc, un grand merci pour ces échanges. On a parlé de plein d'autres choses et je voulais aussi, bien sûr, vous remercier, vous tous et vous toutes, de nous avoir suivis ce soir et d'avoir pris le temps d'être avec nous parce qu'on l'a dit, on le sait, le temps, c'est précieux. Voilà. N'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site de la communauté Doctolib. Normalement, mes collègues en coulisses vous affichent le lien si vous avez envie tout simplement de poursuivre sur ces échanges. Vous avez encore des questions à nous poser. Bien évidemment, nous allons vous envoyer le replay de cet événement si vous avez envie de le regarder à tête reposée ou bien de le partager à vos confrères et à vos consoeurs. Et si vous êtes intéressé par les solutions Doctolib ou que vous avez tout simplement... envie de discuter avec un expert, voilà, comme Martin par exemple. N'hésitez pas. Il y a normalement un petit lien qui est un formulaire que vous pouvez remplir pour être contacté. Et enfin, tu l'as dit tout à l'heure, Martin, n'hésitez pas à vous inscrire aux live démos qui auront lieu la semaine prochaine, puisqu'on vous expliquera à travers ces live démos un petit peu plus comment prendre en main ces outils, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, encore plus de concret. Voilà, encore plus de concret avec l'outil clé en main. Je vous souhaite vraiment une excellente soirée et je vous souhaite aussi, bien sûr, plein de bonnes choses, notamment par rapport à tout ce qu'on a évoqué ici. Merci encore et je vous dis surtout à très vite dans le prochain rendez-vous du Doctolab. Merci beaucoup.